Alors, on accueille donc Monsieur le forestier du syndicat du bassin versant des SAN Vienne ici. Monsieur le Président, est-ce que vous pourriez vous présenter ainsi que votre bassin versant? Volontiers, je vais d'abord bonsoir à tous. Je vais commencer par moi. Je suis un élu depuis 32 ans d'une commune rurale de 230 habitants, ayant 7 exploitations agricoles. Mon bassin, je suis donc président d'un syndicat des bassins versants seulement depuis une année. Ce bassin versant réunit 102 communes, je crois que c'est peut-être marqué, oui, 46 000 habitants, 4 PCI, 102 communes, c'est écrit, 528 km². Ce Sanne-Guénécy, c'est le nom de trois rivières. Donc la Sanne et la Scie ont leur embouchure l'une et l'autre dans la Manche. Donc nous avons une partie littorale, donc d'où une extension de nos compétences, notamment en matière de défense à la mer. On en reparlera ou j'en reparlerai après. La particularité de cette région, c'est d'être une région très fortement agricole avec des limons assez fins et très fertiles. C'est donc un atout et un inconvénient parce que nous sommes un peu entre guillemets, des enfants gâtés. Sur le plan agricole, ça veut dire que des productions très industrielles du type pommes de terre, betteraves sucrières, lin s'implantent généreusement chez nous, ce qui pose bien sûr au syndicat des bassins versants un certain nombre de problèmes en matière d'inondation, d'érosion, quand les parcelles deviennent de plus en plus larges. De plus en Peut-être plus sur les importantes. besoins d'action qui ont été à l'origine de votre syndicat? Est-ce que vous pourriez nous le dire? Le syndicat donc, a une vingtaine d'années et ce syndicat est né, si vous voulez, en gros, comme tous les syndicats en Seine-Maritime, c'est-à-dire le département le plus au nord de la Normandie, est né suite aux inondations très importantes des années 90, avec un point culminant, je veux dire, très, très traumatisant en 99, mais il y en a eu d'autres après. Donc, l'État a décidé à marche forcée de réunir les collectivités territoriales dans le cadre de syndicats des bassins versants pour s'attaquer donc au phénomène initial de lutte. On parlait de lutte, aujourd'hui on n'utilise plus ce terme-là, mais on parlait de lutte contre les inondations. Maintenant, on ne lutte plus contre les inondations, on essaye de s'adapter aux inondations. Lutte contre les inondations et l'érosion. Les quelques clichés que vous voyez là sont tout à fait symptomatiques de ce qu'on trouve chez nous, c'est-à-dire des limons qui sont descendus des plaines et des plateaux crayeux que nous avons chez nous. Le sous-sol est un plateau crayeux. Pour ceux qui ne connaissent pas, notre côte est une côte de falaises de craie. Et dessus, il y a des terres très limoneuses et je disais très généreuses jusqu'à maintenant. Et on parlera après de la problématique de la générosité de la terre, c'est-à-dire que son taux de matière organique baissant, les surfaces augmentant, les haies étant supprimées, les retournements d'herbage intensifs font que maintenant nos terres et nos limons arrivent à descendre jusque dans nos rivières. Donc ça nous pose des problèmes d'inondation et de défense, bien sûr, des biens et des personnes, mais aussi des graves problèmes en matière d'environnement et de préservation de notre biodiversité. Donc, en fait, au niveau des problèmes que vous avez évoqués, votre syndicat est engagé dans un certain nombre d'actions sur le sujet. Est-ce que vous pourriez nous présenter un petit peu ces différentes actions? Oui, récemment, si vous voulez, enfin depuis 20 ans, une fois que l'Agence de l'eau nous a subventionnés pour créer de grands ouvrages qui ont leur usage et leur utilité pour défendre des bourgades, parce qu'il n'y avait pas d'autres solutions, il n'y avait pas de solution réellement agro-environnementale. Aujourd'hui, on a engagé donc une politique plus vertueuse qui consiste finalement à revenir sur les fondamentaux de nos ancêtres, c'est-à-dire ni plus ni moins ce qu'on appelle chez nous le clos masure, ça c'est pour défendre l'habitat en plateau, et bien évidemment on essaye de réhabiliter ce qu'il reste des haies, ce qu'il reste des mares, ce qu'il reste des bandes enherbées et des prairies. Alors on a une difficulté bien évidemment à faire passer ce message-là, qui est un message un petit peu contre-productif par rapport à l'agriculture industrielle. J'ai entendu avec beaucoup d'attention l'intervenant précédent, et c'est évidemment M. Amblard m'a beaucoup intéressé et je fais écho à ce qu'il dit. J'ai envie de terminer sur des messages un petit peu plus positifs sur le fait que je parle des agriculteurs. Bon, il n'a pas fait le procès de l'agriculture, je suis moi-même fils d'agriculteur, je dis simplement que
les agriculteurs, par leur formation, et peut-être, je suppose, hein, j'imagine que la formation agricole, soit dans les lycées agricoles, soit dans les BTS ou autres, est un peu plus orientée vers la préservation de nos paysages, mais aussi la préservation de la fertilité des sols. Or, on s'en est pas beaucoup préoccupé depuis 20, 30, 40, 50 ans, depuis le début de la mécanisation à outrance, on va dire, après la Seconde Guerre mondiale. Deuxième phénomène, tant que l'élevage chez nous était rentable, ça allait, mais le retournement des herbages très intensifs nous entraîne vers des catastrophes environnementales, mais aussi des catastrophes concrètes, c'est-à-dire des accentuations de phénomènes d'inondation. Et on parle d'inondation, mais aussi on parle de difficultés aussi à conserver, à protéger les captages d'eau, c'est-à-dire qu'on commence à avoir des vrais problèmes d'eau qui devient de moins en moins potable parce qu'il y a ce qu'on appelle chez nous des bétoirs, c'est-à-dire que parfois l'eau va directement dans la nappe phréatique et ce n'est pas vraiment un souhait, plutôt que d'être filtrée pendant 30 ans, elle peut être filtrée en 3 heures. Et vous doutez qu'une filtration de 3 heures, ça ne fait pas l'affaire. Donc, la vocation du syndicat, c'est aujourd'hui de répondre dans le cadre d'un PAPI, de réaliser quelques ouvrages d'importance, mais essayer de convaincre sur le fait il nous faut aujourd'hui aller vers la fascine, le bois billonné, la reconstitution de nos talus. Nous avions des clos-masures, il faut essayer d'accompagner la création ou la réhabilitation des clos-masures. Les clos-masures, rapidement, c'est sur nos plateaux, ce sont des talus sur lesquels sont plantés des arbres du type hêtre, par exemple. Tout ça, ça participe, si vous voulez, à la fixation de l'eau au sol et puis au caractère tempéré à l'intérieur du clos-masure pour les habitats et pour le confort des animaux qui résident durant l'hiver. Alors, l'orientation que j'ai prise, et je vais parler à la première personne, c'est, une fois que j'ai pris la présidence, j'ai créé donc une équipe verte de 3 personnes. Il y avait 7 techniciens, mais sans bras armés. Donc, évidemment, on disait ce qui n'était pas le cas, mais on disait de notre syndicat des Bas-Saint-Vincent qu'il ne faisait rien. Alors, évidemment, on faisait des choses J'étais déjà un vice-président préalablement. On faisait des choses, on les faisait bien sûr par l'intermédiaire d'entreprises. Bon, maintenant, on a une sorte on appelle ça l'équipe verte, mais si on voulait être plus offensif, on pourrait presque parler de brigade verte, mais ça, là il y a un caractère peut-être un peu péjoratif. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on est au combat et on essaye à la fois de faire, de nous adapter, de convaincre. Au niveau, on commence bien sûr par les collectivités et nos centres de maires et leurs représentants. La difficulté, c'est de convaincre le monde agricole, c'est de leur faire valoir de l'intérêt de préserver leur sol et notamment de faire en sorte que leurs limons ne disparaissent pas de leur plateau. C'est un long chemin. Nous ne désespérons pas. En tout cas, tous les jours sur le terrain, à l'aide des techniciens, on essaye de faire valoir que le bénéfice d'une réorientation plus environnementale peut aussi être important, même pour eux, ce qui ne leur paraît pas toujours évident. Évidemment, quand vous avez un tracteur de 200 ou 250 chevaux avec 5, 6, 7, 8 socles, bah, c'est plus facile de labourer 40 hectares que de tourner autour d'un bois de 2,5 hectares, parfois qu'on souhaite réimplanter ou des choses de cette nature. Donc, on parlait de sensibilisation du haut public. Donc, évidemment, ça commence par les élus. Il faut démontrer, prouver. J'ai réalisé récemment une sorte de road trip avec une vingtaine ou une trentaine d'élus dans un autobus toute la journée. Nous avons traité les problèmes d'environnement. Ils ont été extrêmement sensibles. Les retours ont été excellents sur le fait qu'on s'est rendu compte que d'abord, un syndicat des Bas-Saint-Vincent, ça servait aussi à autre chose que d'essayer de lutter contre les inondations. Et que toutes les opérations que je qualifierais de agro-environnementales, l'implantation de fascines, qu'est-ce qu'une fascine, qu'est-ce qu'une noue d'infiltration, etc., toutes ces questions, je me suis aperçu que mes confrères élus n'étaient pas forcément très au fait. Et en tout cas, ils m'ont félicité pour ça. Ils m'ont demandé de revenir un an ou 2 ans plus tard, parce qu'on a des opérations du type réhabilitation de zones humides. Et les réhabilitations de zones humides, ça ne se fait pas comme ça sur un claquement de doigts en 3 mois de temps. C'est des opérations qui durent 2 ans.
il faut effacer d'anciennes voies de chemin de fer, de tortillards ou des choses comme ça. Il y a des animations en direction des jeunes également. Je vois un panneau, un sentier pédagogique terre eau faune, bon, qui n'est pas assez, peut-être qu'on ne pratique pas assez. Et puis, on a une communication Internet sur le web et on interpelle dès qu'on peut, évidemment, la presse locale pour faire valoir l'intérêt de nos opérations qui semblent comme ça ou à certains relativement écolo bobo. Bon, c'est un peu la critique qu'on reçoit et pourtant on leur dit mais si, mais en termes de biodiversité, c'est pas seulement les petits oiseaux, c'est aussi la fixation au sol de l'humidité et ça participe donc à la lutte contre les inondations qui était notre vocation première. Mais il y a un long chemin. Il y a un long chemin à faire comprendre tout ça et la communication est importante pour ça. Vous êtes agriculteur par ailleurs. On voit que vos actions, effectivement, initialement, étaient essentiellement axées sur le volet de retenir les terres dans les champs et de aussi éviter par la même contre les inondations. Et la question qui se pose, c'est finalement, au-delà de ces aspects bénéfices sur le ruissellement et les inondations, pour vous, est-ce qu'il y a un bénéfice effectivement sur la partie du gain en termes d'absorption d'eau par les sols? Oui, c'est considérable, c'est absolument nécessaire. C'est-à-dire que les bandes enherbées qu'on essaye de mettre en place sont d'une formidable efficacité pour deux raisons. D'une part, parce qu'on sait que de l'herbe, ça retient en gros 10 et plus encore de l'eau qu'une culture annuelle. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, la bande enherbée, par exemple, je ne parle que de bande enherbée, je ne parle même pas de bande boisée. La bande enherbée, c'est à minima un filtre à limon, c'est-à-dire que le limon ralentit et l'eau à la sortie redevient propre et repart donc vers les exutoires naturels et donc au terme à la rivière et à la fin à la mer de façon un peu plus propre et un peu déchargée du limon et de sa matière organique aussi, parce que quand un limon s'en va, le limon de surface s'en va, c'est de la matière organique qui part. En complément, j'apporterai une réponse effectivement sur la question qui était de savoir est-ce que les aménagements de haies ou autres proches des champs suppriment-ils le besoin d'arrosage des champs? En cas de forte sécheresse, ça ne supprime pas le besoin d'arrosage si la culture a besoin d'être arrosée. Seulement, quand on constate finalement les effets de l'agroforesterie, où il y a des arbres implantés dans les champs, comme l'arbre lui-même fait ombrage vis-à-vis des cultures qui sont dessous, on voit qu'il y a un bénéfice, ne serait-ce que on retarde, entre guillemets, l'assèchement du sol en dessous, puisqu'il y a moins d'effet de soleil, et ainsi de suite. Donc, ça a été montré sur des zones agricoles, et c'était scientifiquement prouvé. Et bien sûr, il y a des effets couvents qui aussi limitent l'assèchement. Est-ce qu'on dispose d'une quantification du gain d'un retour à des pratiques favorisant l'infiltration? Il y a deux choses dans le gain. Il y a le gain vis-à-vis du producteur agricole, et là on manque de recul. Maintenant, on peut parler de gains au niveau du coût pour la collectivité. Chacun sait qu'effectivement, une inondation qui n'a pas lieu, une maison qui n'est pas inondée, un ouvrage, un pont qui n'est pas déstructuré, c'est beaucoup d'économies et c'est très difficile à appréhender dans ce sens-là. Parce que, évidemment, je prends l'exemple, si vous voulez, de la catastrophe qui a eu lieu cet été au mois de juillet en Allemagne et en Belgique. Eh bien, à ce stade, aujourd'hui, on est encore incapable de chiffrer réellement ce que ça a coûté. Alors, on parle de milliards, on parle de 5, 7, 8 milliards. Enfin, les spécialistes ne savent pas nous dire exactement combien la catastrophe du mois de juillet a coûté à la Belgique et à l'Allemagne. Mais en attendant, c'est un gain entre guillemets, c'est-à-dire c'est une non-dépense. Et là, c'est assez difficile à mettre en avant et à placer ça sur un tableur Excel. Ces techniques, en fait, hydraulique douce et tout ça, sont complémentaires en fait d'autres techniques qu'on a parlé qui sont l'agrobiologie en fait, et refaire vivre la vie dans les sols, puisqu'en fait, plus on a de vers de terre dans un sol, donc que le sol est vivant, plus le sol va stocker d'eau et donc permettra donc de limiter le ruissellement et ainsi de suite. Et par rapport aux haies, en fait, il y a aussi d'autres études scientifiques qui ont été faites sur l'éloignement des haies. Les haies sont des supports de vie pour les animaux qui vont lutter contre les prédateurs, donc les pucerons et autres maladies. Donc en fait, un maillage de haies dense permet d'avoir des supports donc, de prédateurs assez nuisibles des cultures. Et en plus, ils apportent toute une biodiversité autre qui fait que l'écosystème s'en porte
mieux. Donc en fait, si on parle globalement par rapport au paysage agricole qu'on avait dans les années 50 avec beaucoup de haies et donc de clos, comme on a dit, il y avait au-delà du gain biodiversité, il y avait un gain sur les cultures puisqu'on n'avait pas tous ces pesticides-là et pourtant ça fonctionnait. Alors les productions agricoles en quantaux à l'hectare sont peut-être pas les mêmes, mais après tout ça c'est un problème d'équilibre entre les besoins et la ressource. Donc, on va pas remonter dans les grands débats. Est-ce qu'on pourra tout nourrir tout le monde avec l'agriculture biologique? Il y a des dossiers FAO qui sont sortis là-dessus. Monsieur Amblard parlait aussi donc des études au niveau européen. Donc, je vous invite à vous reporter dessus pour toutes ces questions-là. Moi, je voudrais juste répondre sur 2 points. D'abord, on a un problème souvent de vocabulaire. Qu'est-ce que ça veut dire l'intensification en agriculture? Je m'interroge. Personnellement, intensifier l'agriculture, si c'est faire toujours de plus en plus, j'en sais rien, de pommes de terre sur des grandes surfaces, etc., ok, ça paraît comme ça une intensification. Est-ce que pour autant, les rendements à l'hectare, on ne peut pas en obtenir plus de façon, alors j'en sais rien si c'est de la permaculture ou autre, mais en tout cas, on peut aussi intensifier en ayant plusieurs cultures dans l'année, en ayant une agriculture plus responsable et plus comment on appelle ça, plus responsable, je cherche le terme, sans rentrer forcément dans l'agriculture biologique, mais en attendant, on pourrait peut-être intensifier autrement, c'est-à-dire produire plus sur des surfaces avec plus d'agriculteurs, parce que là, je rebondis sur ce que dit M. Amblard. Aujourd'hui, supprimer des agriculteurs, supprimer de la main-d'œuvre, c'est laisser la place à la mécanisation. Laisser la place à la mécanisation, c'est laisser la place à la destruction. Parce qu'au principe de vouloir optimiser, eh bien, on supprime les haies, on fait des rillages de plus en plus importants, etc. Juste un mot aussi par rapport, je me raccroche à la question précédente. Nous sommes donc, nous, dans le pays de Caux. Le pays de Caux, ça veut dire le pays de la craie. Donc, c'est un pays a priori plus plat, sauf qu'il est entrecoupé de rivières. Sur ces plateaux, nous sommes, avec des remontées de sud-ouest, nous sommes donc soumis à des vents fréquents et que cette fréquence des vents fait qu'on n'a quand même pas attendu les problèmes d'inondation et autres pour essayer de maintenir et de réhabiliter les clos masures. Dans ces clos masures, il y a eu des études, et autour de ces clos masures, il y a eu des études de fort longue date qui a prouvé que quand un clos masure fonctionnait bien, c'est-à-dire ces rangées d'arbres qui entourent les corps de ferme, à l'intérieur des corps de ferme, il y a une somme des températures annuelles supérieure, donc une augmentation de la production d'herbe pour ceux qui veulent faire de la production d'herbe. Et alors, en termes de biodiversité animale et autres, c'est un foisonnement. En clair, c'est un petit Versailles que l'intérieur. Moi, je suis maire d'une commune où il y a 7 exploitations agricoles, il y a 4 exploitations laitières. Eh bien, les vaches, on ne les voit pas, elles ne sont pas dans les prés, elles ne sont pas dans les prairies. C'est l'herbe qu'on amène aux vaches. Et ça ne colle pas. Il va peut-être falloir inverser le sens des choses et arrêter de subventionner une certaine agriculture au profit d'une agriculture plus raisonnable. Oui, simplement, je voulais dire que je partageais tout à fait ce que venait de dire Monsieur le Forestier, que je trouvais tout à fait remarquable le travail et le constat qui était fait au niveau de son syndicat. Finalement, on fait le même constat, hein, je me rends compte. Alors, ce que je voulais dire, pour avoir moi aussi une note un peu positive, c'est qu'il faut bien savoir qu'on a les connaissances, on a les techniques et on a les moyens pour aller vers l'agroécologie. Alors, ça ne va pas se faire du jour au lendemain, mais on a tout ça. On a les techniques, on sait que ça marche, on a les connaissances pour cela et on a, vis-à-vis de ce que je disais tout à l'heure, un capital d'argent pour faire cette transition sans que ça cause vraiment des problèmes aux paysans. Ce que je dirais qu'il manque actuellement, c'est surtout une volonté politique et syndicale. Monsieur le Forestier, le mot de la fin? Oui, moi, mon mot de la fin, c'est que de mon point de vue, je trouve que dans ce domaine-là, la prévention coûte toujours moins cher que la réparation. Il faut absolument qu'on soit dans l'anticipation. Notre défi, c'est, je vais le dire dans un discours, parce que la semaine prochaine, on va signer notre papy opérationnel avec l'Agence de l'eau qu'on va remercier, et dans lequel je vais dire que notre défi, c'est diagnostiquer, anticiper, s'adapter, financer, réaliser. Alors, le challenge et pour finir, la difficulté d'un président de syndicat des bassins versants, ce n'est pas le savoir-faire, il l'a auprès de ses équipes, c'est de trouver l'argent. Pardonnez ma vulgarité de parler de choses très vulgaires. Je manque d'argent pour faire tout ce que j'ai à faire.
Merci, ça sera le mot de la fin. Il est 19h, on a tenu le timing juste, mais c'est bon.